ce salon et je rencontre un auteur qui s'appelle donc Emmanuel Ballet de Coq-Romont et qui présente, ce qui est intéressant, c'est se réconcilier avec son enfant intérieur. Voilà. C'est-à-dire, comme on dit, la vie, c'est de réaliser ses rêves d'enfant. Et oui, tout à fait. Et il faut jamais frustrer son enfant intérieur, même quand on est plus grand. Alors qu'en fait, Freud disait justement qu'un homme heureux, c'était un homme qui avait réalisé ses rêves d'enfant. Oui. Et en fait, en France, Marie-France et moi, mon épouse et moi-même, nous sommes des spécialistes du travail sur l'enfant intérieur. Et nous avons créé il y a plus de 20 ans, 24 ans exactement, une méthode d'épanouissement personnel, d'accompagnement de personnes en individuel et en groupe qui s'appelle la méthode Cœur d'enfant. Mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec la PNL? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, il faut chercher, il y a plusieurs strates chez l'être humain et oui, il faut alors qu'il gère... en fait, il faut savoir que l'enfant intérieur, c'est une notion en psychologie qui est très récente, ça a peut-être une soixantaine d'années, et on pourrait dire que c'est un concept intégratif, c'est-à-dire que ça puise dans une expérience à la fois un peu de PNL, mais aussi de très nombreux, c'est jungien à la base aussi, puisque Jung était le premier à parler de l'archétype de l'enfant divin. Donc pour dire en quelques mots, on pourrait dire que l'enfant intérieur, c'est à la fois la mémoire du petit être humain que nous étions, avec nos joies, nos tristesses, mais c'est aussi ce que Jung appelait l'enfant divin. Donc nos dons innés pour l'émerveillement, la créativité, la joie de vivre, tout un tas de qualités en fait qu'en tant qu'adultes nous avons tendance à avoir perdu. Pourquoi? Parce qu'en grandissant on s'est adapté à des contraintes sociales, familiales, culturelles qui nous ont éloignés de notre être véritable. Alors comment fait-on? Quelles sont les méthodes, les pratiques, les techniques pour reconnecter avec cet enfant intérieur? Alors en fait, la principale chose, c'est d'abord de dire que le travail sur l'enfant intérieur n'est pas du tout analytique. Ça ne passe pas uniquement par l'analyse de la parole, loin de là. Il s'agit vraiment de se reconnecter à certaines capacités de l'hémisphère droit du cerveau, qui est un hémisphère non linéaire, en dehors du temps et de l'espace. C'est le siège de l'émotion, de l'expérience. Alors concrètement, ça signifie qu'on va avoir beaucoup d'activités qui sont liées à la créativité. Modelage, peinture, écriture automatique. Si vous êtes droitier, par exemple, ce sera toujours avec la main gauche, parce que la main gauche va faciliter une connexion avec des éléments plus profonds. Quand on apprend à jouer du piano, ça permet de développer la main gauche. Voilà, par exemple, pour jouer exactement. C'est aussi tout un tas d'exploration de différents niveaux de l'inconscient à travers des outils qu'on a créés, comme la constellation du paysage intérieur, qui est une mise en jeu et en espace de l'inconscient, où on va vraiment explorer la multiplicité psychique. En nous, il y a cet enfant qui a été exilé, qui a besoin de retrouver un bon parent. Tout le travail, c'est de se reparenter, de devenir ce bon parent pour nous-mêmes. Oui. Et en même temps, de faire face à toutes ces parties en nous, de les accueillir, de développer vraiment un moi en capacité d'accueillir toutes ces parties en nous. Il ne faut pas non plus se laisser submerger par l'enfant intérieur, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Alors, en fait, il peut être capricieux, il peut avoir des exigences. Alors ça, c'est tout le travail que l'on a élaboré, la théorie qu'on a élaborée, c'est qu'il existe une méprise au sujet de l'enfant intérieur, c'est que l'enfant intérieur, il est à dissocier de l'enfant adapté. L'enfant adapté, c'est cette partie infantile en nous, qui est toujours en attente, voire même en exigence vis-à-vis de l'extérieur, parfois en révolte ou en colère, mais ça n'est pas vraiment l'enfant intérieur. Car l'enfant intérieur, lui, nous appelle toujours nous, il nous appelle nous-mêmes à devenir ce bon parent. D'accord. Voilà. Effectivement. Mais alors donc finalement, cette constellation dont vous parlez, comment est-ce qu'on la constitue? Comment on arrive à photographier notre inconscient? Ou à le radiographier? D'abord, c'est un travail en groupe. Il y a toute une préparation, d'abord évidemment au niveau corporel, au niveau de l'intériorité, avant de se mettre à faire ce travail. Et ensuite, ça utilise les personnes du groupe en fait. C'est-à-dire qu'une personne va énoncer une problématique qu'elle a envie de dépasser, et en choisissant d'autres personnes, elle va commencer à consteller, c'est-à-dire à figurer ce qui peut se passer à l'intérieur d'elle. Donc le mot-clé, c'est quand même le travail en groupe. On n'est pas dans... C'est ça, donc c'est une dynamique de groupe. Alors là, dans ce cas-là, c'est une dynamique de groupe. C'est un travail qu'on peut faire aussi en individuel, bien sûr. Mais le travail en groupe a cette richesse que le groupe représente une mini-société. Et oui, absolument. Et oui. Tout ce qui est validé, exprimé, défendu, légitimé en groupe, l'est devant une mini-société. C'est ce qui fait tout le pouvoir de l'approche thérapeutique en groupe. Ah oui, c'est ça. Donc c'est un mot qui n'apparaît pas d'ailleurs tellement dans vos papiers. Dans notre prospectus, on s'est marqué... Non, parce que c'est quand même important. Ça s'oppose à la thérapie individuelle. C'est pas que ça s'oppose, c'est que ça se complète. En tout cas, c'est une très bonne idée. Tout à fait. Parce que même nous, dans notre pratique individuelle, on amène beaucoup d'outils créatifs. La pratique individuelle, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on sait que l'analyse est très insuffisante pour beaucoup de mots intérieurs.
Donc c'est important de passer par des outils créatifs. En individuel, on peut symboliser, on peut utiliser des objets pour parler de ces parties intérieures. Mais alors donc ce sont des groupes qui sont mixtes, je dirais. Bien sûr. Alors est-ce qu'il y a justement, est-ce que cette question du masculin et du féminin, des hommes et des femmes, est-ce que ça intervient dans la réactivité Alors ce sont des groupes mixtes, bien sûr, hommes-femmes, et on est jungien. Alors jungien, ça veut dire quoi? Jung, c'était un élève de Freud. Animus anima. Animus anima, voilà. Et pour faire simple, on sait qu'en chaque être, il y a à la fois une dynamique masculine et une dynamique féminine. Oui. Donc évidemment, ce sont des éléments sur lesquels on travaille beaucoup. Et quand on devient un bon parent pour soi, c'est important de travailler sur cette double dynamique. Être à la fois une bonne mère, un être bienveillant et aimant pour soi-même, et puis en même temps un bon père, l'initiateur de sa propre structure, de ses propres règles, de ses propres valeurs. Donc vous avez comme une idée assez claire de ce que c'est que l'animus et de ce qu'est l'anima. Oui, je connais parfaitement, je suis jungien. Non, mais je veux dire, il y a des... Là, je simplifie. Oui, mais je veux dire que pour Jung, il est établi qu'il y a cette dualité. Alors Jung l'a tout à fait élaboré, mais Jung, au départ, a surtout pointé du doigt la problématique de l'animus chez la femme et de l'anima chez l'homme. Et voilà. Donc, ce sont les travaux post-jungiens surtout qui ont montré que l'animus chez l'homme était aussi à travailler et l'anima chez la femme aussi. Oui. Voilà. Mais Jung s'était surtout, au départ, focalisé sur ces deux problématiques. Mais est-ce que vous pouvez nous résumer, parce que c'est un sujet qui nous intéresse, mais bien que ce paraisse peut-être une question d'école, bateau, mais est-ce que vous pouvez nous résumer ou nous revenir sur ce qui caractérise quand même globalement le masculin par rapport au féminin? Donc vous avez employé le mot structuré pour parler plutôt du masculin. Oui. Alors, et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Enfin, je peux poser une question très faussement naïve, mais comment est-ce qu'on en arrive à ce genre d'association? Parce que moi je ne vais même pas l'avocat du diable, il y a des femmes qui disent pourquoi est-ce que les hommes auraient le monopole de la structure? Alors ils ne l'ont pas justement. Oui, puisque l'animus est chez la femme aussi. Bien sûr, voilà, c'est-à-dire qu'une femme a un côté masculin et qu'elle peut être aussi, bien sûr, initiatrice de sa structure, de ses valeurs. Oui. Elle peut être dans la défense de son droit, elle peut être dans l'affirmation d'elle-même. Il y a beaucoup de contraintes culturelles en fait. Culturellement, on a beaucoup enfermé l'homme ou la femme dans des fonctions liées, soi-disant, à leurs caractéristiques sexuelles, biologiques. Oui. Ce qui est bien sûr, on le sait aujourd'hui, fondamentalement erroné. Bien qu'il y ait des différences hommes-femmes au niveau biologique, cela n'empêche qu'au niveau psychique, les caractéristiques masculines et féminines sont présentes en chaque être. Ah oui, d'accord. Donc on peut développer, une femme peut développer des qualités masculines dont elle aura peut-être besoin, et un homme développer sa sensibilité, son écoute, de la passivité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tous ces éléments féminins dont on a besoin pour être à l'écoute de soi. Oui, mais néanmoins, pour rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Ballet de Cocomoromon, au départ, donc en admettant qu'effectivement, ça se répartit, que ça se combine, etc. Mais globalement, au départ, il y a quand même cette idée qu'on retombe sur des schémas quand même assez classiques finalement au départ. La femme plutôt passive, plutôt réceptive, l'homme plutôt... Est-ce que vous pouvez nous un peu plus développer, si c'est pas trop vous demander? En fait, pas l'homme et la femme, en tout cas le masculin et le féminin plutôt, si vous préférez. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un peu l'apport de la pensée jungienne et là-dessus très primordial, c'est qu'on vit dans un inconscient collectif. Et donc cet inconscient collectif qui, on pourrait dire, la totalité de l'expérience et de la mémoire humaine, cette expérience fait que forcément on a en héritage une certaine perception de ce qui serait le masculin et de ce qui serait le féminin. Oui. Et donc on a tendance... Dans notre inconscient, dans nos représentations. Oui. Voilà. Et puis il y a l'inconscient familial aussi. Oui. Si vous avez eu une mère qui était très passive, qui était très au service à la maison... Ça va vous marquer votre idée. Ça va forcément marquer profondément votre modèle féminin. Oui, c'est ça. Alors, en soi, ça n'est pas... ce sont juste des rôles rigides dont on a à s'émanciper. Hein. C'est ce qu'on appelle les genres maintenant, la gender studies. Oui, alors voilà, c'est un peu tout le débat actuel en effet. Et oui, qu'est-ce que vous en pensez de ce débat sur, sur la théorie du genre C'est un faux débat parce qu'en fait on veut d'un seul coup limiter les choses. C'est important d'avoir toujours une pensée intégrative, une pensée globale. Il y a des différences hommes-femmes au niveau biologique et en même temps au niveau psychique. Il y a beaucoup plus de souplesse et de capacité à transcender des limites biologiques. Donc c'est cette globalité. Et quand on a une vision globale de l'être humain, on est beaucoup moins en dualité, beaucoup moins en lutte
Et on travaille beaucoup, nous, au niveau des couples, hein, en photographie de couple, par exemple, on fait aussi un stage sur l'amour, Oui. de façon à ce que le masculin et le féminin sortent de ces guerres, de ces tensions presque millénaires, voilà, ancestrales, pour sentir que même s'il y a une différence homme-femme biologique, au niveau de l'être humain, nous sommes constitués de la même essence et nous avons les mêmes besoins, les mêmes aspirations. Donc en fait, c'est retrouver le chemin de la rencontre profonde entre le masculin et le féminin. Et le travail sur l'enfant intérieur permet cette rencontre profonde. D'accord, oui. Bon, écoutez, effectivement, c'est intéressant, mais moi j'appartiens plutôt à une école où on considère qu'il y a vraiment des différences fondamentales et elles ne sont pas uniquement liées à une partie masculine et féminine, mais qui se sont liées à des réactivités différentes, à des schémas différents. C'est quelque chose, et le spécialiste américain l'a montré aussi dans son travail, John Bradshaw, et nous on l'a découvert, c'est que ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Voilà. Dans le travail sur l'enfant intérieur, chaque participant à nos stages se retrouve dans son humanité. Voilà. Et donc on se retrouve au niveau de ce qui fait notre unicité au niveau d'être humain. Notre individualité, voilà. individuation. Donc, ça n'est pas nier les différences, hein, des différences qui peuvent être liées à la personnalité ou à certaines réactivités comme vous dites, mais c'est surtout se retrouver sur ce qui fait de nous des êtres humains. Parce que chez Jung, il y a la notion d'individuation, je crois, qui est importante. Très important. Et donc, est-ce que ça veut dire dépassement, justement, des... L'individuation, ça veut dire quoi, finalement? L'individuation, c'est le dépassement de la personnalité, c'est la façon d'éclairer tout son monde intérieur pour en connecter à quelque chose de plus grand que soi, d'ailleurs qu'on appelle le soi, hein, et qui va nous permettre d'être au-delà de certaines limites, ou contraintes, ou croyances, pour être un individu beaucoup plus entier, beaucoup plus libre et complet. Hein. Mais le processus d'individuation est un processus long qui suit le cycle d'une vie. Hein. C'est-à-dire que l'individuation connaît des phases, des cycles, voilà, l'adolescence, à 40 ans, 60 ans, voilà, c'est un processus des profondeurs. Alors justement, il y a un autre aspect de Jung qui nous intéresse beaucoup, c'est ce qu'il appelle la synchronisation, la synchronicité. Tout à fait. Voilà, alors synchronicité, et il s'est intéressé à certaines disciplines un peu étranges comme le yiking, comme l'astrologie. Oui, tout à fait. Est-ce que vous, c'est important? Mais il travaille aussi avec un physicien, hein. Oui. Oui, tout à fait. Ah oui, Paul Paoli. Bien sûr. Paul Paoli, oui. Voilà. Donc effectivement, il pouvait intégrer ce qui nous arrivait, il intégrait, ça faisait signe, oui. Ça. Alors la synchronicité, on pourrait dire pour la définir assez simplement, c'est que c'est un événement extérieur à nous-mêmes qui semble relever du hasard et pourtant qui répond à notre questionnement intérieur. Qui est en analogie en résonance. C'est comme si deux événements qui semblaient sans lien d'un seul coup se rencontraient et faisaient sens, faisaient écho et sens. Oui, c'est ça. Donc le travail de Jung là-dessus est très important parce que forcément il montre que la psyché dans cette connexion à l'inconscient collectif est en lien et permet de faire sens, de prendre sens dans des événements de la vie. Mais ce que je trouve aussi très important dans la pensée jungienne, c'est que on sort de l'ésotérisme. Ah. Et ça, c'est très essentiel. Alors je crois que ça, c'est le cœur du travail. Mais justement, oui. C'est qu'il est important de sortir de l'ésotérisme, c'est-à-dire de toujours vouloir cataloguer les phénomènes comme étant très extérieurs à nous et comme étant ésotériques. Il est désenclave. Étranges. Voilà. Et en fait, la pensée jungienne, et dans notre travail sur l'enfant intérieur, c'est très important. On montre que les dons, que la clairvoyance, pourquoi pas, ou l'écriture automatique, tout ça n'est pas ésotérique. C'est tout simplement des formes de communication de soi avec soi. D'accord. Et donc ça permet d'avoir une plus grande profondeur spirituelle parce que comme ça on ne va pas tomber dans des nécessités de cataloguer avec des croyances. Un décloisonnement, oui. Et alors, une dernière question, parce que parce qu'on est un peu dans une dimension pédagogique avec vous. On revient un peu sur les fondamentaux de Jung. L'inconscient collectif, comment vous le définiriez et comment il s'origine, l'inconscient collectif? C'est quelque chose qui est construit par les hommes, par les sociétés humaines? Oui, on pourrait dire que l'inconscient collectif, c'est la somme de toute l'expérience humaine. Qui est accessible en fait. Mais elle se perpétue. Elle se perpétue et elle est accessible à chaque être humain, pas dans sa totalité, mais dans nos vies en fait, on se connecte à des archétypes, c'est-à-dire à des idées forces qui d'un seul coup vont nourrir notre vie. Et l'enfant intérieur, l'image de l'enfant est un archétype essentiel.
C'est-à-dire que c'est une idée forte qui peuple notre inconscient et qui est un symbole unificateur, un symbole de guérison et un symbole aussi du soi, c'est-à-dire de l'essence spirituelle qui est au-delà de toute atteinte extérieure. Ce que Marie-France et moi appelons le cœur d'enfant. Est-ce que ça signifie qu'il y a une transmission, c'est ça? Oui, il y a une transmission. Mais parce qu'il y a vous savez qu'il y a tout un débat là-dessus sur la transmission des caractères acquis. Enfin, il y a une discussion de savoir si vraiment les sociétés sont capables de transmettre, si les cultures anciennes continuent à se perpétuer à travers nous ou pas. Oui. C'est tout le poids de en fin de compte, la culture serait une seconde nature, en fin de compte, quelque part. Oui, puis de toute façon, cette transmission, elle échappe à notre conscience. C'est surtout ça. C'est ça, c'est pas la transmission, évidemment, livresque. Donc c'est pas, là, on n'est pas sur les aspects très culturels. Non, mais ça peut être quand même au départ une culture qui se perpétue inconsciemment. Bien sûr. La culture, ce serait une culture au départ qui, progressivement, serait devenue plus subconsciente. Oui. Et Il faut quand même savoir que ce qui est intéressant, c'est que les dernières recherches neuroscientifiques ont démontré qu'en fait, seulement 1% de l'activité de notre cerveau était consciente. Oui. 1%. Ça signifie que 99% du fonctionnement cérébral est inconscient. Oui. Il n'a peut-être pas toujours été. Oui. Mais c'est un inconscient qui a peut-être été conscient initialement et qui est devenu progressivement inconscient. Oui, il y a des pertes, bien sûr. Non, mais je veux dire, au départ, c'est des choses qui sont de l'ordre de la conscience. Il y a pu avoir des choses dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, il y a pu avoir des choses qui étaient de l'ordre qui ont même été construites délibérément et qui se sont perdues. Voilà. Mais ça, c'est le phénomène de renouvellement. Jung disait bien que l'âme est en perpétuel renouvellement. Donc en fait, rien n'est jamais figé et acquis. Tout repart, tout est une forme d'impermanence en fait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup.